Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors, vous êtes peut-être fumeur, ancien fumeur ou même vapoteur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment se débarrasser de cette addiction. Quelles sont les dernières innovations pour définitivement arrêter de fumer? Jusqu'où le vapotage et autres innovations sont-elles nocives? Et surtout, comment se faire accompagner gratuitement et efficacement? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La Santé en Mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale tabagisme, j'ai tout le plaisir de recevoir un expert en addictologie, une experte d'ailleurs, devrais-je dire, Anne-Laurence Lefaou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tabacologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et présidente de la Société francophone de tabacologie. Alors, on aime bien commencer par un panorama dans cette émission. Déjà, partagez-nous quelques chiffres entre les fumeurs, les vapoteurs et toutes ces nouvelles formes d'addiction, on va appeler ça comme ça quand même. Hein. Alors les fumeurs, en fait, en simple, nous en avons à peu près un tiers dans la population Française, dont 25%, donc un quart, qui fument quotidiennement chez les adultes. Et chez les jeunes, nous avons... donc une amélioration finalement de la situation épidémiologique dans le sens que nous avons actuellement à 17 ans à peu près 15% de jeunes fumeurs. Donc c'est vraiment en forte diminution. Et donc pour ces jeunes, on observe aussi une augmentation des jeunes qui ont un vapotage exclusif, c'est-à-dire qui ne fument pas. Donc là c'est assez récent. Et voilà. Anne-Laurence, est-ce que ça dépend, parce que ça coûte cher quand même de fumer, ça peut revenir très cher tous les mois, mais est-ce que ça dépend justement du revenu? Il y a une corrélation naturelle ou inversée? Malheureusement, en fait, les personnes qui ont les plus faibles revenus, ainsi que le plus faible niveau d'éducation, et qui n'ont pas un emploi actuellement, sont les personnes qui fument le plus en France. Et c'est très dommageable parce que ces inégalités sociales conduisent finalement à plus de pathologies, plus de maladies et à une surmortalité donc des personnes qui sont finalement les plus vulnérables dans la population. J'aimerais comprendre, pour tous les gens qui sont concernés ou pas, cette dépendance. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que vous pouvez nous permettre de visualiser ce qui se passe quand on est dépendant à ce geste et à ce parfum, ce goût? Alors, quand on fume, finalement, dans le tabac, il y a plein de substances nocives, mais il y a une substance psychoactive qui est la nicotine. Et cette nicotine, quand on commence à fumer, c'est peut-être pas très agréable, mais rapidement, ça va stimuler des zones primitives du cerveau, le circuit de la récompense, et ça va donc conduire à finalement produire des substances agréables qu'on appelle les neurotransmetteurs, la dopamine. Et donc ça, c'est quelque chose qui apparaît très positif et très stimulant pour les personnes. Et la contrepartie, c'est que très vite, quand on n'a plus la substance qui fait plaisir, on a des manques avec beaucoup de signes désagréables, l'irritabilité, le fait de mal dormir, d'avoir des fringales, etc. Et donc, on reprend vite la substance pour être un peu opérationnel, notamment le matin. Oui, alors beaucoup de nos auditeurs aimeraient justement se libérer de cette dépendance, j'imagine. On va parler des solutions. Il y a plein de choses qui traversent le marché, que ce soit l'hypnose, les substituts, le laser dans l'oreille. Dites-nous un petit peu le panorama. C'est ce que vous jugez le meilleur et peut-être le plus efficace, parce que c'est là qu'on juge la qualité. En France, en termes de médicaments, sur le marché actuellement, on a les substituts nicotiniques qui sont remboursés depuis complètement. Donc là, oui, et c'est vrai qu'il faut absolument associer donc des formes par voie transcutanée sur la peau, les patchs, à des formes orales. Et dans les formes orales, il y a une panoplie assez étendue et qui finalement doit s'adapter à la personne, parce que ce qui conviendra à l'une ne conviendra pas forcément à une autre personne. Alors, il y a des inhaleurs, ça se voit. Il y a des comprimés à sucer, des gommes. Donc c'est et puis des goûts un peu différents. Ce qu'il faut finalement trouver, c'est une solution un peu clé en main pour une personne. Mais quand on
parle des technologies comme le laser dans l'oreille ou alors là, c'est un l'hypnose marché. C'est un marché, si vous voulez. Là, le souci du marché, c'est que on veut toujours vendre. Et là, on n'a pas de données, si vous voulez, de scientifiques avec ce qu'il faudrait pour montrer une efficacité. Donc, toutes les solutions, on vous dit ça marche dans 100% des cas. Ça, en général, c'est pas très bon. Et donc, l'hypnose, il y a dans les données scientifiques, il y a quelques indications, mais sur des petits effectifs. Mais ça vient en plus, si vous voulez, d'un traitement médicamenteux. En termes de molécules, il y a aussi des innovations ou et que ce soit au niveau Front National ou international sur lequel il faudrait porter son attention. En fait, un médicament qui était sur le marché il y a quelques années, la varénicline, devrait revenir donc bientôt sur le marché français et européen, bien sûr. Et donc là, ce médicament bloque spécifiquement certains récepteurs à la nicotine du cerveau et ça rend le tabac assez mauvais. Vous voyez, ça supprime le plaisir. Et donc, ça supprime aussi le manque. Et donc, chez certaines personnes, finalement, c'est une bonne indication. Il y a aussi un ancien médicament aussi, qui est sur le marché depuis longtemps, qui est le bupropion. Et ce bupropion, là encore, c'est un médicament qui est utilisé comme antidépresseur à forte dose aux États-Unis, mais qui donc à des doses précises peut être utilisé et il freine surtout la prise de poids. Et donc là, on va voir son médecin généraliste et oui. On peut lui demander de prescrire. Le fait que la varénicline était remboursée en France, donc normalement elle le sera à nouveau, et le bupropion ne l'est pas encore. Voilà. Anne-Laurence, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on a cette cigarette électronique avec toutes ces variantes qui sont en train d'envahir le marché. Expliquez-nous aussi, là c'est de la nicotine qu'on ingère, mais on ne crée pas une autre dépendance. Est-ce que c'est bon à terme? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Tout dépend de l'âge finalement. Vous voyez, chez les jeunes, tout jeunes, adolescents, ça va créer aussi une addiction. Souvent les personnes vont prendre de la nicotine. Et donc, cette addiction à la nicotine, quand on commence jeune, les récepteurs de la nicotine vont demander leur pitance tout le temps et les jeunes vont devenir très accros. Et on voit dans pas mal de pays, y compris le Royaume-Uni, qui a une politique très active contre le tabac et pour la cigarette électronique, on voit que finalement, ça fait que des jeunes reprennent la cigarette après. Ensuite, c'est les produits que l'on utilise dans la cigarette électronique, c'est un marché. La France, c'est le 3e marché mondial. Donc, on va les multiplier avec des dispositifs qui sont assez attirants. Et puis avec des liquides, avec des saveurs, etc., des fruits, des arômes. Et dans tout produit qu'on inhale, d'une manière générale, la voie respiratoire, faut toujours faire attention parce qu'il y a des substances qui vont créer une inflammation. Donc en France, on a quelques données qui montrent que finalement on voit apparaître donc chez des personnes des signes respiratoires. Mais si on est un vieux fumeur, cas inverse, un adulte qui a toujours fumé, qui n'a jamais trouvé comment arrêter, ça peut être un substitut oral. Le tout, c'est de faire attention, pas bricoler des cigarettes électroniques, pas les mettre avec des clés, des téléphones portables, parce qu'il y a des problèmes de batterie qui explosent, pas trafiquer. Voilà. Pour conclure, tous ces nouveaux produits du tabac, il y en a que vous avez envie de bannir et de déconseiller? Il y en a qui sont déconseillés parce qu'ils ne respectent pas du tout la réglementation en termes de concentration de nicotine. Ça dépasse les normes européennes, les puffs, etc. Et il y a des nouveaux produits, les perles de nicotine, les poches de nicotine qu'on met dans la bouche, qui ressemblent à des petits sachets de thé qui font propre, comme ça. Mais bon, tout ça, c'est pour but de maintenir un marché. Et pour le développer, et en fait, c'est quand même une addiction sévère. Et on voit bien combien les personnes ont du mal à arrêter. Donc vigilance, bien évidemment. Merci beaucoup Anne-Laurence Lefaou. Je rappelle que vous êtes tabacologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et présidente de la Société francophone de tabacologie. Et comme le pharmacien est l'un des plus proches alliés des fumeurs dès lors qu'il s'agit d'arrêter de fumer, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Lecoq. Audrey, vous représentez les pharmaciens en ligne et vous pilotez la plateforme Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé.
Alors Audrey, on peut le dire, hein, le pharmacien est le meilleur ami des gens qui souhaiteraient arrêter de fumer. Oui, le pharmacien est le meilleur ami des patients puisque depuis 2019, on rembourse les substituts nicotiniques. Donc, ça a pris une place très importante dans le quotidien du pharmacien. Avant, il fallait débourser entre 120 et 180 euros par mois pour pouvoir s'acheter ces substituts nicotiniques. Aujourd'hui, c'est pris en charge. Et en plus de ça, là, on est en train d'aller vers un plan national qui permettra aux pharmaciens de prescrire le substitut nicotinique, ce qui évitera le passage chez le médecin. Donc, encore plus d'efficacité dans la prise en charge de la lutte contre le tabac. Audrey, en tant que pharmacien, quelles sont les formes de substituts qui sont le plus consommés par vos patients ? Alors déjà, on peut constater un vrai rôle du pharmacien puisque malgré le fait que ça soit remboursé, il y a quand même 41% des produits qui sont délivrés avec le conseil du pharmacien, c'est-à-dire non remboursés, et les gens achètent leurs produits. 59%, bien sûr, passent en remboursé. La forme qui est la plus vendue, c'est le patch, qui représente 40% du marché. Et ce marché en pharmacie pèse 189 millions d'euros. Audrey, pour finir, allez, votre conseil clé à toutes les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer ? Il va y avoir des effets secondaires, c'est évident. Faut pas s'inquiéter, il y a des compléments alimentaires qui sont présents pour lutter notamment contre les problèmes de sommeil, la faim qui peut arriver, un petit peu de dépression. Mais c'est passager et le pharmacien a tous les équipements nécessaires. Merci beaucoup Audrey. La Minute Santé. Avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale tabagisme, j'ai le plaisir de recevoir la responsable de l'unité addiction chez Santé publique France, Viet Nguyen Tan. Bonjour Viet, on est vraiment ravis de vous avoir en plateau. Alors, Anne-Laurence nous a décrit un petit peu la sociologie des fumeurs, leur quantité, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus profondément dans votre analyse. Les profils des fumeurs ont-ils évolué depuis ces dernières années ? Alors effectivement, ils ont évolué. Anne-Laurence Lefaour rappelait tout à l'heure qu'on a à peu près un quart de fumeurs quotidiens en population adulte en France. Ce sont les données du baromètre de Santé publique France qui le montrent. Il y a davantage de fumeurs parmi les hommes que parmi les femmes, à peu près 27% parmi les hommes, 22% parmi les femmes. Et un fait très très important à rappeler aussi, c'est de fortes inégalités sociales face au tabagisme. C'est-à-dire qu'il y a davantage de fumeurs dans les groupes sociaux plus défavorisés que dans les groupes sociaux plus favorisés. Et donc ça fait vraiment partie des priorités pour les pouvoirs publics que de lutter contre ces inégalités sociales en aidant davantage les fumeurs plus défavorisés au niveau socio-économique à sortir du tabagisme. Alors justement, sur la dimension économique, Viette, le coût social du tabac en France est devenu supérieur aux recettes fiscales issues des ventes. Vous pourriez nous expliquer cet écart et ses implications économiques ? C'est vrai que ça c'est une question très intéressante. C'est important de lutter contre cette idée reçue comme quoi le tabac finalement rapporte à l'État davantage qu'il ne lui coûte. Donc là, je vais mentionner les travaux de l'économiste Pierre Kopp, qui a travaillé pour l'OFDT à mesurer donc ce que vous appelez effectivement le coût social du tabac, ce que coûte le tabac pour la société. Oui, parce qu'on se disait, on a plutôt intérêt à laisser effectivement fumer parce que ça rapporte énormément de taxes. Et puis là, on s'est aperçu effectivement que le coût de traitement de la maladie est plus important. Exactement. Si on regarde le coût pour les finances publiques et qu'on compare ce que rapporte le tabac en termes de fiscalité, de taxes, donc on est sur l'année 2019 autour de 13-14 milliards d'euros, c'est énorme. Mais en fait, le tabagisme coûte beaucoup plus à la société si on ne prend ne serait-ce que le coût des traitements, donc soigner toutes les maladies, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires qui sont impactées par le tabagisme, on est à plus de 16 milliards d'euros par an. Et donc si on fait la différence, il y a un déficit de l'ordre d'1,7 milliard d'euros par an pour les finances publiques. Donc voilà, encore une fois, contrairement aux idées reçues, le tabac coûte davantage à la société et aux finances publiques qu'il ne rapporte. Alors pour que l'on soit fumeur ou non fumeur, on a tous vu ces paquets de cigarettes avec des images hyper anxiogènes et autres campagnes de communication. Ça a eu un impact positif ou alors quand on est fumeur, ces images n'ont pas forcément de... Alors il y a eu un très très grand nombre d'études scientifiques en France mais aussi à l'international sur ces fameuses images chocs mises sur les paquets. Elles ont vraiment été choisies avec soin par des experts internationaux. Elles sont efficaces notamment parce que elles rendent le paquet moins attractif. Donc à la fois pour les non-fumeurs, ça les empêche de rentrer dans le tabac et à la fois pour les fumeurs, ça leur donne aussi un peu moins envie notamment de sortir leur paquet de cigarettes pour fumer. Il y a moins de statut social à sortir un paquet avec une image de mort. Après, ce que les études montrent aussi, c'est que ces images, il faut les renouveler parce qu'on a tendance à s'y habituer. Les fumeurs s'y habituent, forcément, ils sortent beaucoup leur paquet de tabac chaque jour pour fumer une cigarette. Et donc, ce que dit la science, c'est qu'elles sont très utiles, elles sont nécessaires, ces images, mais il faut les renouveler régulièrement pour qu'elles soient encore plus efficaces. Alors, on va en venir aux solutions concrètes parce que c'est important
important et beaucoup les attendent. Vous êtes à l'initiative du mois sans tabac qui se déroulera au mois de novembre prochain. On va en parler. Concrètement, que proposez-vous et comment accompagner les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent justement passer, on va dire, à l'acte et essayer d'arrêter cette dépendance? Alors la première des choses, je voudrais vraiment encourager, féliciter tous les auditeurs de Sud Radio qui seraient fumeurs et qui voudraient se lancer dans le mois sans tabac. C'est vraiment une excellente décision à la fois pour leur santé, pour leur budget, puisque le tabac coûte cher, etc. Donc bravo à eux tous. Et si il y a une chose à retenir peut-être pour le mois sans tabac, c'est je les encourage à s'inscrire à mois sans tabac. Vous savez, il y a un site internet mois sans tabac qui sera ouvert dès le 1er octobre. Quand on s'inscrit à mois sans tabac, en fait, on peut bénéficier d'un très grand nombre d'informations, de conseils, d'outils pour préparer son arrêt du tabac d'une part, et ensuite essayer de tenir bon. Par exemple, on peut s'inscrire à un coaching par mail. On reçoit tous les jours des conseils pour se préparer à l'arrêt du tabac, ensuite pour arrêter de fumer. C'est gratuit. C'est gratuit. On peut également commander son kit d'aide à l'arrêt du tabac. Donc c'est un kit, une enveloppe papier, là encore qui est gratuite, qu'on va recevoir par la poste gratuitement et qui contient notamment ce qu'on appelle la roue des économies. Vous voyez, c'est une petite roue papier qu'on peut faire tourner et qui permet de visualiser les économies que l'on fait grâce à son arrêt du tabac. Donc c'est très motivant, bien sûr. Et puis il y a un autre outil qui s'appelle le programme 40 jours. En fait, c'est un outil papier où sur 10 jours, on peut se préparer à l'arrêt du tabac avec chaque jour des conseils concrets pour préparer son arrêt du tabac. Et ensuite, pendant 30 jours, des conseils concrets, là encore, pour tenir bon et essayer de résister face à l'envie de fumer. Alors Anne-Laurence l'évoquait, mais on sent à travers ce mois sans tabac qu'il y a une vraie personnalisation. C'est essentiel, en fait, cette notion de coaching quand on veut s'arrêter de fumer. C'est ce que vous proposez? C'est essentiel parce que le docteur Lefaou le rappelait, chaque fumeur est différent. En fait, tous les fumeurs n'ont pas le même rapport au tabagisme, ils n'ont pas tous la même histoire par rapport au tabac, ils n'ont pas tous le même niveau de dépendance, à la fois la dépendance physiologique, physique à la nicotine, mais aussi la dépendance comportementale, psychologique aux gestes de fumer, les mêmes habitudes. Et donc c'est important que les aides soient adaptées à chaque fumeur. Donc une très bonne méthode, c'est par exemple de s'inscrire à Mois sans tabac pour avoir des conseils personnalisés. On peut aussi recourir à la plateforme Tabac Info Service, donc c'est une ligne téléphonique, le 3989, un site et une appli. Ce sont des outils qui sont validés, qu'on évalue très régulièrement et qui sont efficaces pour accompagner les fumeurs à arrêter de fumer. Et bien sûr, on n'oublie jamais les professionnels de santé. Recourir à son médecin, à son pharmacien pour demander conseil, ce sont les mieux placés pour aider individuellement chaque fumeur à trouver la méthode qui lui conviendra. Viette, vous évoquiez le prix du paquet de cigarettes que la roue permet de mesurer. Est-ce que l'augmentation du prix a un réel impact sur justement la diminution d'achat, ou alors en fait coûte que coûte, quand on a besoin de sa dose, en fait le prix n'est pas important? Là encore, il y a eu vraiment de très nombreuses études scientifiques au national et à l'international sur l'effet prix du tabac. Ouais. On sait que ça fait partie de mesures les plus efficaces, à la fois pour dissuader les jeunes d'entrer dans le tabac. Pour un jeune, un paquet de tabac à 12 €, c'est vraiment énorme, mais aussi pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer. Donc c'est vraiment très efficace. Ce sont des mesures qu'il faut maintenir dans le temps. Et maintenant, il faut aussi rappeler que ce sont des mesures qui doivent être prises dans un ensemble de mesures. C'est important d'augmenter le prix du tabac pour inciter, déclencher l'arrêt du tabac, mais c'est aussi très important de proposer des aides pour les fumeurs qui ont besoin d'appui pour réussir à arrêter de fumer. Et il y a des pays où vraiment il y a une forme d'exemplarité des politiques mises en place qui fait qu'on diminue la consommation de tabac? Oui, dans les pays anglo-saxons, la lutte contre le tabac a été mise en place depuis beaucoup plus longtemps qu'en France et qu'en Europe. On peut citer les États-Unis, le Royaume-Uni, et peut-être un des pays les plus exemplaires, c'est l'Australie, qui a commencé cette lutte anti-tabac depuis plus de 25 ans, 30 ans maintenant, qui sont très en avance. Si on prend l'exemple du prix du tabac, par exemple, aujourd'hui, un paquet de tabac, ça coûte 40 $ australiens, ça revient à peu près à 25 €. Donc, vous voyez, ils sont très en avance. Les résultats sont là, puisqu'on a moins de 10% de prévalence du tabagisme en Australie, c'est-à-dire de proportion de fumeurs en Australie. Viette, pour conclure, 3 conseils que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs. On a bien compris, le mois sans tabac, il faut absolument se rendre sur le site et s'inscrire. S'inscrire à Mois sans tabac, demander conseil à son professionnel de santé de proximité, son médecin, son pharmacien, sa sage-femme, son infirmière, et puis ne pas hésiter à recourir à Tabac Info Service. Et je note l'approche sur mesure, très importante, adopter un traitement qui vous ressemble et non pas ne vous l'imposez pas, ça c'est important. Exactement, c'est important. Anne-Laurence Lefaou, Audrey Lecoq, Viette Nguyen, merci beaucoup pour votre éclairage. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube et vos réseaux sociaux préférés. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez.